Et si pour la première fois depuis l'aube des indépendances africaines, le plus grand coup d'arrêt au néocolonialisme n'était pas l'œuvre d'un héros isolé, ni d'une poignée de résistants, mais bien d'une immense coalition, unie, déterminée et visionnaire, laissez-moi vous emmener dans les coulisses d'un basculement historique où le destin du continent s'est joué à la faveur d'une lucidité nouvelle et d'une solidarité longtemps attendue. Imaginez un instant. Pendant que l'attention du monde était tournée vers d'autres crises, l'Alliance Atlantique mettait en place un plan d'une audace inégalée. Son nom de code, soigneusement dissimulé derrière des termes techniques et des rapports confidentiels, domination du ciel. Derrière ce nom, une ambition froide. Installer 15 bases militaires étrangères, réparties stratégiquement sur tout le continent africain, afin de s'assurer le contrôle total de l'espace aérien africain. Un contrôle invisible mais absolu, capable de dicter la sécurité, l'économie et même la politique de chaque État du continent. Ce plan ne surgit pas du néant. L'histoire regorge d'épisodes similaires où de grandes puissances se sont arrogées le droit de décider pour d'autres, sous prétexte de stabilité ou de progrès. On se souvient de la conférence de Berlin en 1884, où l'Afrique fut découpée comme un gâteau, sans qu'aucun Africain n'ait voix au chapitre. Plus d'un siècle plus tard, la logique perdure, bien que les outils aient changé. Là où hier on brandissait le drapeau du progrès, aujourd'hui on évoque la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Pourtant, jamais nos voix n'ont été sollicitées. Aucun dialogue préalable, aucun accord bilatéral, pas même l'apparence du respect. L'Afrique, à leurs yeux, n'était qu'une surface stratégique, un ensemble de ressources à exploiter, un pion muet sur l'échiquier mondial. Nos richesses, notre sécurité, notre avenir même, tout était sur le point d'être saisi, sans qu'aucune invitation à la table des décisions ne nous soit adressée. Revenons un instant sur un exemple historique qui illustre cette logique. En 1960, lors de l'indépendance du Congo, la Belgique, ancienne puissance coloniale, avait gardé la mainmise sur l'armée, l'économie et même la politique du jeune État. Le drame de Patrice Lumumba, assassiné après avoir tenté de reprendre le contrôle du pays, hante encore les mémoires. Aujourd'hui, les formes changent, mais le fond demeure. Une Afrique systématiquement exclue de la gestion de son propre destin. Mais cette fois, un président africain a dit stop. Fini l'attentisme, fini les demi-mesures et les compromis stériles. Il a choisi d'affronter frontalement l'arrogance, de hausser le ton là où, trop souvent, nos revendications s'étouffent dans le bruissement des salons diplomatiques. Il a compris que céder, c'était perdre à jamais notre souveraineté, voir nos richesses passer sous contrôle étranger une fois de plus, et subir encore l'humiliation sous le regard du monde entier. Face à la plus grande opération néocoloniale du siècle, l'Afrique n'avait plus le droit à l'erreur. Échouer, c'était condamner plusieurs générations à la domination, à la dépendance, à la perte de leur dignité. Réussir, c'était ouvrir la brèche de la dignité, de l'autonomie et d'une puissance collective inédite. Cette bataille serait décisive. Mais comment, face à des forces aussi écrasantes, ce retournement improbable a-t-il pu se produire ? Par quel enchaînement d'événements dans l'ombre l'Afrique a-t-elle réussi à inverser le rapport de force et à proclamer, une fois pour toutes, que désormais son ciel lui appartient ? Pour comprendre cette victoire, il faut replonger dans les coulisses de l'Union africaine la plus spectaculaire de l'histoire. Car ce n'est qu'en s'unissant, nation après nation, en dépassant les rivalités et les blessures anciennes, que l'Afrique a pu changer le cours du destin. L'histoire nous enseigne que l'unité est toujours le meilleur rempart contre la domination. Souvenez-vous des mouvements de libération des années 60 ou des coalitions anti-apartheid qui, malgré les divergences, ont réussi à abattre des régimes paraissant inébranlables. Mais jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour garder la mainmise sur l'Afrique ? Qui aura enfin le courage de briser le cycle de domination ? Ces questions hantent chaque capitale alors qu'une révélation fracassante éclate. L'opération Domination Céleste de l'OTAN a été démasquée par les services de renseignement africains, eux-mêmes récemment renforcés par des programmes de coopération interafricaine. Il ne s'agit plus d'une simple rumeur, ni d'une hypothèse de conspiration. Des documents, des enregistrements, des preuves irréfutables confirment l'ampleur du projet. Une ingérence pensée dans l'ombre, loin des regards du public, préparée avec minutie depuis des mois, voire des années. Les services secrets africains, souvent sous-estimés, ont cette fois montré une efficacité redoutable, digne des meilleures agences mondiales. Le plan était redoutable de simplicité. 15 bases militaires, des réseaux de radars de dernière génération, une surveillance satellite 24 heures sur 24, un quadrillage total du ciel africain. Aucun gouvernement africain n'a été consulté, aucun traité signé.
l'Afrique traitée comme un simple échiquier, encore et toujours sous tutelle, éternelle mine à ciel ouvert pour intérêts étrangers. La colère ne tarde pas à gronder dans les palais présidentiels, mais cette fois, une voix refuse le scénario de la résignation. Un chef d'État décide de défier l'Occident, s'adresse directement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la première fois, l'Afrique impose sa voix là où trop souvent son destin se jouait sans elle. Lorsqu'il prend la parole, la tension est à son comble. Il expose tout. L'OTAN, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, cherche à s'approprier le contrôle du ciel africain. Derrière la promesse de sécurité, il dévoile la logique ancienne de la domination, présenter l'Afrique comme instable, incapable, pour mieux la priver de sa souveraineté. À ce moment-là, l'écho de l'histoire résonne, rappelant les discours de leaders comme Thomas Sankara ou Kwame Nkrumah, qui avaient dénoncé la mainmise étrangère sur le destin africain. Mais aujourd'hui, le masque tombe. Il ne s'agit pas simplement de défendre des frontières. Il s'agit de s'opposer au retour du colonialisme, version 21e siècle, déguisé en coopération sécuritaire. Laisser faire reviendrait à accepter que la souveraineté africaine ne soit qu'une illusion, que le contrôle des airs, des ressources et de l'information échappe encore aux Africains. Le risque est immense. Si personne ne s'oppose, chaque génération pourrait se réveiller sous un nouveau joug, à peine dissimulé. La dignité, l'autonomie, la mémoire même de la libération seraient effacées. Rappelons-nous comment, dans les années 50, le refus de plusieurs pays asiatiques de se soumettre au contrôle aérien occidental a permis l'émergence de puissances souveraines, telles que l'Inde ou la Chine, qui aujourd'hui dictent parfois leurs propres règles sur la scène internationale. Mais l'Afrique n'est plus seule, ni docile. La riposte s'organise déjà. 26 nations coordonnent leurs efforts, surveillance accrue des frontières, interception d'avions suspects, partage d'informations, création de comités stratégiques conjoints. Ce n'est plus l'heure de la soumission, mais celle de l'unité stratégique. Pour la première fois, les chefs d'état-major du continent se réunissent en visioconférence, dépassant les barrières linguistiques et les rivalités anciennes. L'opération secrète devient le catalyseur d'une résistance inédite. Les lignes bougent. Pour la première fois, l'Afrique est prête à écrire sa propre histoire, à refuser le diktat des puissances extérieures. Dans les universités, les réseaux sociaux, les médias panafricains, un nouveau récit, celui de la Renaissance, s'impose peu à peu. La riposte s'organise dans l'ombre, mais chaque décision pèse lourd. Comment transformer cette indignation en une force capable de tenir tête à l'OTAN ? Quand la vérité éclate, même les empires chancellent. Que cache vraiment l'opération Sky Dominance ? Dans la salle du Conseil de sécurité, le silence tombe comme un couperet. Sur les écrans, les preuves défilent. 87 vols illégaux, recensés un à un, ayant traversé l'espace aérien africain sans aucune autorisation, sans respect, sans le moindre prétexte diplomatique. Chaque incursion est datée, documentée, illustrée par des enregistrements radars et des images satellites. Le choc est d'autant plus grand que certains vols ont eu lieu au-dessus de zones sensibles, près de sites miniers stratégiques ou d'installations énergétiques majeures. À chaque incursion, les appareils de l'OTAN traquaient nos réseaux, écoutaient nos conversations, photographiaient nos sites sensibles, cherchant la moindre faille à exploiter. Les images satellites projetées ne laissent aucune place au doute. Les experts des médias internationaux, invités à commenter en direct, s'accordent à dire que jamais, depuis la guerre froide, une telle opération de surveillance n'avait été menée à une telle échelle. Voici un avion américain capté le 15 mars 2024, survolant Ouagadougou. Un autre français repéré le 22 mars près de Bobo-Dioulasso. Pour chaque vol, nous détenons les tracés radars, les horaires précis, les extraits de communication interceptés. Rien ne leur a échappé, mais rien ne nous a échappé non plus. Cette démonstration de force rappelle ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 70, lorsque les États-Unis menaient des opérations secrètes pour surveiller et influencer les gouvernements locaux. Peu à peu, les véritables intentions de l'OTAN se dessinent. Ces vols n'étaient pas des erreurs isolées. Ils constituent un plan méthodique pensé dans chaque détail, cartographier nos bases, nos centres de décision, nos voies de traque logistiques, identifier les faiblesses de nos systèmes de défense, préparer le terrain à une éventuelle intervention sans résistance. Les documents internes révélés parlent d'une installation de 15 bases militaires, soigneusement dispersées pour encercler nos capitales, surveiller nos ressources et contrôler tout déploiement africain. La stratégie n'est pas nouvelle. L'Empire romain, déjà, encerclait les cités rebelles pour mieux les contrôler. Aujourd'hui, les méthodes changent, mais le but reste le même. Les partenariats stratégiques ne sont qu'un masque.
Les documents parlent sans détour de besoins opérationnels prioritaires, jamais de coopération équitable. L'Afrique n'apparaît nulle part comme un allié, seulement comme un champ de manœuvre à soumettre, une zone de ressources à sécuriser pour l'extérieur. On y lit même des formules cyniques: les partenaires locaux n'ont pas besoin d'être informés à chaque étape. Je diffuse enfin les enregistrements des communications interceptées. La voie occidentale est sûre d'elle. La riposte africaine sera désorganisée, lente, inefficace. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se produit. Cette arrogance rappelle les propos tenus en 1814 par le chancelier Metternich, qui, parlant des Italiens, affirmait « L'Italie n'était qu'une expression géographique ». Il aura fallu moins de 50 ans pour que l'Italie s'unifie et lui donne tort. L'Afrique, elle aussi, est en train de démentir tous les pronostics. Le choc se lit sur les visages. Les diplomates occidentaux évitent dans les regards, sentant le vent tourner. Les représentants africains, eux, se redressent, portés par la force des révélations et une solidarité nouvelle. On se souvient alors des images de la conférence de Bandung en 1955, première réunion des pays du Sud s'affirmant face aux puissances occidentales. Sans réaction, l'Afrique serait condamnée à n'être qu'un terrain de jeu pour les puissances étrangères, surveillée, manipulée, privée de tout contrôle sur son avenir. Mais chaque nouvelle preuve, chaque minute d'humiliation pousse le continent à l'unité. Les réseaux sociaux s'enflamment, les universités débattent, les jeunes appellent à la mobilisation générale. Désormais, la honte et la peur n'ont plus leur place. Face à toutes ces preuves, une exigence s'impose. L'indépendance ne se quémande plus. Elle se conquiert ensemble. Cette phrase, prononcée par un jeune activiste à Dakar, fait le tour du continent. Notre avenir ne s'achète pas, il se construit. Mais révéler la vérité ne suffit pas. Il faut maintenant passer de la sidération à l'action et transformer ce choc en force. Comment y parvenir? Quelles mesures concrètes mettre en œuvre? Première étape, la coordination. Les chefs d'état-major africains créent une cellule de crise commune, basée à Addis Abeba, avec des relais dans chaque capitale. Chaque pays désigne des officiers de liaison, chargés de centraliser et de partager les informations en temps réel. Cette structure rappelle le modèle de l'OTAS, l'alliance militaire créée en Asie du Sud-Est dans les années 50, qui avait permis aux pays membres de coordonner leur défense face à l'ingérence extérieure. Deuxième étape, le renforcement des capacités technologiques. Plusieurs pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte investissent massivement dans la modernisation de leurs radars et de leurs systèmes de communication. Des partenariats sont noués avec des universités locales pour former une nouvelle génération d'ingénieurs spécialistes en aéronautique et cybersécurité. Au Sénégal, l'Institut africain de technologie développe déjà des prototypes de drones de surveillance conçus et fabriqués localement. Troisième étape, l'unification doctrinale. Les ministres de la Défense adoptent une doctrine commune sur la gestion de l'espace aérien. Cette doctrine, inspirée du modèle européen d'Eurocontrol, prévoit une mutualisation des moyens de surveillance, une standardisation des procédures d'alerte et la création d'équipes mixtes chargées d'intervenir en cas de violation de l'espace aérien. Pour la première fois, les frontières intérieures du continent deviennent des lignes de solidarité et non de division. Quatrième étape, la diplomatie offensive. Les ambassadeurs africains aux Nations Unies, à l'Union européenne, à Washington et à Pékin multiplient les prises de parole pour expliquer la position africaine. Ils rappellent le droit international, la Charte des Nations Unies et exigent le respect de la souveraineté des États. Des campagnes de sensibilisation ciblent les opinions publiques mondiales afin de renverser les récits dominants et d'imposer la vision africaine. Cinquième étape, la mobilisation populaire. Partout sur le continent, des mouvements citoyens se forment pour soutenir l'action des gouvernements. À Bamako, à Nairobi, à Accra, des marches sont organisées, des artistes créent des œuvres engagées, des journalistes enquêtent et relèvent les faits. Cette mobilisation rappelle les grandes heures de la décolonisation, lorsque la société civile jouait un rôle moteur dans les transformations politiques. La riposte africaine n'est plus un simple baroud d'honneur. Elle s'impose désormais comme une onde de choc, capable de faire basculer l'ordre mondial. L'Afrique, longtemps reléguée au rôle de spectatrice, devient la scène même du bouleversement. 26 nations, du Maghreb jusqu'au Cap, déclarent publiquement leur refus catégorique de toute opération extérieure et de toute présence de bases étrangères. Pour la première fois depuis les indépendances, une coalition panafricaine se forme et parle d'une seule voix, solidaire face à l'intrusion. Les chefs d'État proclament « Plus jamais un seul mètre cube de notre ciel ne sera contrôlé sans débat ni respect ».
Les présidents du Mali, du Niger, du Tchad, du Sénégal, du Ghana, du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud et bien d'autres montent à la tribune. Jadis étouffés dans les capitales étrangères, leur voix impose désormais le silence dans toutes les chancelleries. Sur les écrans du monde entier, ils affirment ensemble défendre la souveraineté, garantir la sécurité collective, bâtir enfin une alternative authentiquement africaine. Au cœur de cette renaissance, l'initiative de souveraineté aérienne africaine prend vie. Ce n'est plus un rêve, mais un pacte acté. Déploiement de radars conçus localement, mutualisation des financements, création d'académies de formation pour une nouvelle génération de contrôleurs et de pilotes, partage de technologies, commandement intégré. Pour la première fois, l'Afrique prend en main ses cieux et écrit ses propres règles. L'exemple du Nigeria, qui a développé en 3 ans un réseau de radars couvrant tout le pays, inspire d'autres nations. Les effets sont immédiats. Dans les chancelleries occidentales, l'annonce provoque une onde de choc. Les médias internationaux interrompent leur programme pour diffuser la déclaration en direct. À New York, au Conseil de sécurité, la panique s'installe. Diplomates et analystes s'agitent, impuissants devant cette unité inédite. Pendant ce temps, dans les rues africaines, la population célèbre un espoir nouveau, des drapeaux s'élèvent, la fierté circule de Dakar à Addis Abeba. À Johannesburg, des milliers de jeunes défilent en clamant « Non ! Notre ciel, notre avenir !» Mais la victoire reste fragile. Si l'Union tient, l'Afrique s'affranchira du joug des influences étrangères et deviendra un acteur global, maître de ses ressources et de son avenir. Mais si elle se fissure, elle risque de redevenir la cible des anciens jeux de pouvoir, piégée dans une guerre d'influence sans fin. L'histoire de l'OPEP, qui avait su imposer sa voix face aux grandes puissances pétrolières, rappelle que la solidarité est la condition de la pérennité des conquêtes. Le choix est sans appel, où l'Afrique s'impose comme un pôle souverain, où elle retombe sous la domination. À mesure que l'Occident prépare ses premières sanctions, un basculement s'opère. Chaque pression extérieure renforce la détermination africaine, accélérant la chute des anciens schémas de dépendance. Une question demeure brûlante: cette alliance saura-t-elle résister aux tempêtes à venir, ou les fissures finiront-elles par la fragiliser? Le prochain mouvement décidera du destin du continent. Pour y parvenir, il faudra maintenir la vigilance, cultiver la solidarité et prévenir les tentatives de division. L'exemple de l'Union européenne, qui a traversé des crises majeures sans jamais rompre, prouve que l'unité n'est jamais acquise, mais toujours à défendre. L'Afrique se retrouve à la croisée des chemins observés par le monde entier. L'heure de vérité approche et chaque décision comptera. Les ONG, les intellectuels, les entrepreneurs, tous sont désormais appelés à jouer leur rôle, à inventer de nouveaux modèles de coopération et à consolider la dynamique d'émancipation. Et si, à chaque sanction occidentale, la résistance africaine ne cessait de s'amplifier? Au lieu d'affaiblir, chaque mesure punitive agit comme un révélateur d'unité et un accélérateur d'innovation. Loin de diviser, la pression extérieure soude les peuples et les dirigeants, tous confrontés à un même défi. Regardez le Mali, le Niger, le Sénégal, le Ghana, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et tant d'autres. Jadis parfois rivaux, ces pays refusent désormais d'imposer les sanctions venues d'ailleurs. Ils privilégient la solidarité sur la soumission, l'entraide sur la rivalité. Ce réflexe de protection mutuelle transcende les différences ethniques, linguistiques ou politiques. Dans les années 80, l'ASEAN avait su surmonter les pressions extérieures en renforçant l'intégration régionale. L'Afrique suit aujourd'hui ce chemin. Au lieu du chaos, on assiste à une renaissance. Des banques régionales émergent, permettant aux économies africaines de commercer en dehors des réseaux occidentaux. Le commerce intra-africain connaît une croissance fulgurante. Les échanges de biens, de services et de technologies se multiplient, tissant une toile de prospérité partagée. Même l'industrie de la défense se transforme. Des armements indigènes sont fabriqués localement, limitant la dépendance aux fournisseurs étrangers et renforçant la souveraineté militaire. Des startups créent des logiciels de gestion du trafic aérien, adaptés aux réalités africaines. Dans ce mouvement, l'impuissance du système onusien devient flagrante. 5 membres permanents du Conseil de sécurité décident de pour 193 États, sans jamais laisser l'Afrique peser dans les choix majeurs. À chaque crise, cette injustice éclate au grand jour, nourrissant une indignation croissante et poussant le continent à chercher des solutions hors du cadre imposé. Cette prise de conscience rappelle la naissance du mouvement des non-alignés, qui avait permis à de nombreux pays de sortir de la logique binaire Est-Ouest.
Plus l'Occident serre l'étau, plus l'Afrique s'organise. Plus la pression monte, plus le continent prend son destin en main et s'éloigne de l'ordre issu de la colonisation. Chaque sanction devient boomerang. Elle accélère l'apprentissage, l'unité et l'ambition collective. Ce qui devait briser devient au contraire moteur de transformation et d'émancipation. L'innovation fleurit, les universités africaines collaborent sur des projets de cybersécurité, les entreprises locales investissent dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance énergétique. Mais le risque demeure. Si les spectatrices et spectateurs africains n'apprennent pas la portée de cette leçon historique, ils pourraient en rater l'occasion d'influencer leur propre avenir. La division et la dépendance rôdent toujours. Pourtant, transformer la contrainte en levier, c'est ouvrir la porte vers une ère de dignité retrouvée et de puissance souveraine. L'exemple du Rwanda, qui s'est relevé de l'une des pires tragédies du XXe siècle pour devenir un modèle de résilience et de développement, devrait inspirer toute l'Afrique. Pour comprendre comment cette dynamique a pris forme concrètement, il faut revenir sur l'événement qui a tout déclenché, la tentative de prise de contrôle du ciel africain par l'OTAN. C'est là qu'une nouvelle ère a véritablement commencé. Des réunions discrètes, des échanges de codes cryptés, des alliances tissées dans la discrétion la plus totale ont permis de bâtir en quelques mois une architecture de résistance que personne n'aurait cru possible quelques années plus tôt. L'avenir de la souveraineté n'est plus à marchander. Il s'invente ensemble, pas à pas. Ce n'est ni un slogan ni un rêve, mais la réalité que l'Afrique vient d'imposer au monde, forte de son nombre, de sa coordination et d'une lucidité stratégique sans précédent. Les grandes puissances observent, parfois désorientées, l'émergence d'un nouveau pôle d'influence. Face à la dernière offensive de l'OTAN pour contrôler le ciel africain, 26 nations se sont dressées, unies. Ce n'est pas un sursaut éphémère, mais la preuve que l'unité, longtemps perçue comme chimère, devient l'arme la plus puissante contre la pression extérieure. Les exemples de l'Organisation des États américains ou de l'Union des nations sud-américaines prouvent que des alliances régionales fortes sont capables de contrecarrer les ambitions extérieures. La solidarité n'est pas née de l'émotion, mais de la certitude aiguë que chaque sanction, chaque ingérence, chaque violation accélère l'éveil. L'Afrique a compris que chaque tentative d'intimidation ne fait que renforcer le désir d'émancipation. Les cercles de réflexion, les think tanks africains, publient des analyses détaillées sur les modèles de souveraineté, inspirant les décideurs et les citoyens. Aujourd'hui, l'Afrique n'attend plus de validation. Elle agit, prévoit, construit sur ses propres fondations. L'ère où la souveraineté se troquait contre des promesses vaines est close. La dignité collective devient désormais la pierre angulaire du nouvel ordre. Les constitutions nationales intègrent des clauses renforcées sur la protection de l'espace aérien et la maîtrise des ressources stratégiques. Mais attention, cette victoire n'est pas un aboutissement. Elle n'est qu'un seuil. Baisser la garde, c'est risquer de replonger dans l'ancien piège, celui d'une domination insidieuse, d'une dépendance distillée, d'un renoncement silencieux. Refuser la vigilance, c'est offrir les conquêtes d'aujourd'hui aux illusions de demain. L'histoire de la Ligue arabe, affaiblie par ses divisions, rappelle qu'aucune alliance n'est éternelle sans entretien constant. Au contraire, saisir la portée de ce moment, c'est ouvrir la voie à la dignité, à l'audace et à la puissance partagée. La souveraineté ne se proclame pas, elle se cultive chaque jour, à chaque choix, à chaque alliance, à chaque refus de la facilité. Les écoles et universités africaines intègrent désormais l'histoire de la résistance à l'ingérence dans leurs programmes, afin de former de futurs citoyens vigilants. Ceux qui, hier, prédisèrent la fatalité de la division africaine découvrent que la coordination, même imparfaite, peut infléchir le cours de l'histoire. L'Afrique n'est plus spectatrice. Elle impose ses règles, prouvant que l'autonomie, la maîtrise du temps, la sécurité des ressources ne sont pas des privilèges, mais des droits à défendre. Chaque institution régionale, chaque organisation de la société civile, chaque entrepreneur engagé contribue à cette dynamique. Désormais, il revient à chaque citoyen, à chaque dirigeant, de refuser la complaisance et de maintenir l'exigence d'unité et de vigilance. La réputation internationale n'est plus à mendier, mais la conséquence naturelle d'une force qui s'affirme et s'impose. Les médias africains, plus indépendants, jouent un rôle central pour relayer les réussites et dénoncer les tentatives de division. L'avenir de la souveraineté africaine est indissociable de celui de la dignité universelle. Cette voie, nulle puissance étrangère ne viendra la dessiner à notre place. L'Afrique a désormais l'opportunité et la responsabilité de montrer au monde que l'unité, la dignité et la souveraineté ne sont pas des utopies, mais des réalités à bâtir, jour après jour, génération après génération.
En conclusion, le coup d'arrêt porté au néocolonialisme n'est pas un événement isolé, mais le fruit d'une prise de conscience collective, d'un travail de longue haleine et d'une volonté de ne plus subir. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme celui où, enfin, l'Afrique a pris son envol. Mais rien n'est acquis. C'est à chaque Africain de poursuivre cette œuvre, de la défendre et de l'amplifier. Car la souveraineté, une fois conquise, ne doit jamais être relâchée. Elle s'entretient, se consolide et s'enseigne. Et c'est ainsi, pas à pas, que l'Afrique pourra bâtir l'avenir qu'elle mérite.